C'est bon, on peut y aller. Ok, vous n'oubliez pas les règles de fonctionnement, s'il vous plaît. Pas d'interruption et pas de bruit pendant la conférence. On traitera les questions après, d'accord? Donc si vous voulez, vous marquez vos questions sur un petit bout de papier, puis... Voilà. On peut y aller? Oui. Bonsoir, bienvenue à la soirée mensuelle de l'association VICTA, aide aux femmes victimes de harcèlement moral et de violences psychologiques dans la vie privée ou professionnelle. Je suis Sophie Soriaglo, la présidente, et derrière la caméra, mon amie et cofondatrice, donc copine d'université à la Sorbonne, où nous avons étudié le droit ensemble, et l'économie et plein de choses intéressantes. Voilà, donc Françoise Serrier qui filme. J'accueille aujourd'hui, elle est de dos, parce que, donc je dis nous accueillons, c'est pas juste j'accueille, donc nous accueillons Vivienne L, qui est l'auteur donc du livre Ma prison dorée, où elle raconte son expérience de vie amoureuse donc avec un pervers narcissique pendant 3 ans. Et Vivienne m'a contactée donc il y a 1 mois ou 2 en me proposant donc de venir présenter son livre. J'étais très heureuse de lui donner la parole. Et donc effectivement nous allons parler aujourd'hui, non seulement elle va nous donner son témoignage, mais nous allons parler également donc du thème de ce mois-ci, de l'emprise à la liberté, hein, puisque donc il y a les enjeux psychologiques et aussi les enjeux financiers. Donc je ne suis pas toute seule ici, il y a beaucoup de femmes victimes de pervers narcissiques qui sont là devant moi, mais comme je l'ai dit déjà sur le blog donc, de Victa, sur le site également, donc on ne filme pas les victimes puisqu'on préserve leur anonymat et leur confidentialité. Donc Vivienne, elle, vous écrivez ce livre, Ma prison dorée, sous un pseudonyme, donc, mais vous avez tenu à témoigner. Alors tout d'abord, pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Le titre m'est venu, d'abord je dis bonsoir à tout le monde et puis merci de m'accueillir. Bonsoir Sophie, bonsoir Françoise et bonsoir à toutes. Le titre m'est venu spontanément, je n'y ai absolument pas réfléchi. Une fois que j'ai terminé cet ouvrage, je ne sais même pas si c'est une fois que je l'ai terminé, d'ailleurs je crois que c'est dès le début, je me suis dit je vais l'appeler Ma prison dorée. Pourquoi? Parce que c'est complètement, ce sont... 2 mots qui traduisent parfaitement ce que j'ai vécu et ce que font vivre, à mon avis, à toutes les femmes les pervers narcissiques. C'est-à-dire ce paradoxe à la fois d'enfermement et d'ornement, on va dire. Ornement, qu'est-ce que vous voulez dire, ornement? Ornement, c'est-à-dire qu'à côté de l'aspect violent, que ce soit des violences verbales ou physiques, en l'occurrence chez moi c'était plutôt des violences verbales, il y a les cadeaux, les compliments, les voyages, voilà, c'était des ornements autour de cet emprisonnement. Mais il y avait un emprisonnement qui était très fort, puisque c'était un homme qui m'avait coupé de ma famille, de mes amis, et qui compensait certainement, ou qui essayait de me retenir d'une autre façon, en me faisant des cadeaux régulièrement. Tout à fait, et donc on viendra après aux diverses étapes, hein, comment il a fait pour vous appâter, pour vous enfermer, pour vous emprisonner, pour vous prendre au piège, enfin, on a vraiment, enfin moi ce qui m'a touché dans votre livre, et je pense que c'est un livre qui doit être lu par toutes les femmes, donnez-le à vos filles, ados, hein, en préventif, ce qui m'a frappé c'est qu'on voit vraiment toutes les étapes, parce que vous ne l'avez pas écrit de manière théorique, vous avez écrit votre vécu, mais en même temps on voit très bien toutes les étapes donc, pour mettre l'emprise hein, donc sur la femme, et puis après les cycles en fait de la violence. Donc attendez, j'ai préparé un petit truc là, je pensais, je ne sais pas trop quand j'allais le montrer, mais je vais le montrer maintenant. Donc on voit bien hein, donc les cycles de la violence, hein, on le voit à l'image, hein, où on a effectivement donc, la lune de miel, la montée de la tension. Ensuite, le passage à l'acte violent, le faux repentir de l'agresseur, et donc l'espoir à nouveau de la victime que ça remarche comme au début. Et après, donc, quand il a finalement rassuré ses arrières en se disant que vous n'allez pas rompre, il recommence. Voilà, donc ça, c'est effectivement, ça a été étudié par des sociologues sur la violence conjugale, et ça fonctionne aussi bien donc, comme modèle, hein, comme théorie, sur la violence physique que sur la violence psychologique. D'ailleurs, on le voit aussi pour le harcèlement au travail. Hein. Donc voilà, hein, ça va, vous le trouverez sur internet hein, de toute façon. On le voit bien, c'est bon? Parce que comme j'ai roulé, je ne sais pas si on voit bien. Bon, ok, voilà. Donc alors, Vivienne, merci pour cette réponse et pour ce témoignage. Pourquoi vous avez eu envie, en fait, de venir ce soir nous voir et témoigner par rapport à votre livre et à votre expérience?
Alors, c'est une histoire qui s'est faite bizarrement. J'ai jamais pensé écrire un livre là-dessus. J'ai plutôt voulu oublier très très vite. Et puis je me suis rendu compte que je n'oubliais pas, que je n'arrivais pas à oublier, que les moments revenaient sans arrêt dans ma tête. Et j'ai commencé bizarrement à écrire ces moments sur un petit carnet. J'avais envie, besoin et à la fois de me souvenir et d'oublier. C'est très compliqué à expliquer, c'est très paradoxal, mais c'est comme ça. Donc j'ai commencé à écrire des petites anecdotes qui me revenaient. Ah mais c'est vrai, il m'avait fait ci, tiens, puis il m'avait fait ça. Et à les noter sur un petit carnet. Et puis, sans ordre chronologique d'ailleurs particulier, hein, c'était au fur et à mesure de mes souvenirs. Et un jour, ma maman m'a appelée pour me dire « Vivienne, regarde vite la télévision, sur telle chaîne, il y a une émission sur les pervers narcissiques. » Et je suis tombée sur cette émission dans laquelle il y avait des femmes qui témoignaient, je me suis retrouvée dans chacune. Et c'est pendant cette émission que je me suis dit « Mais pourquoi finalement, j'aime bien écrire en plus, j'aime bien la langue française ». Je me suis dit pourquoi je n'en ferais pas une compilation et puis dans l'ordre logique des choses. Et puis finalement j'ai fait ça. Ensuite je me suis dit après tout je vais essayer d'envoyer un éditeur et c'est comme ça que ça m'est venu. Ensuite ça a été, je me suis enfermée un petit peu là-dedans pendant quelques temps. Je me suis intéressée au groupe de parole concernant les victimes de pervers narcissiques, de harcèlement, de violences morales, etc., verbales. Et je suis tombée sur votre site de Victa, de l'association Victa, et notamment sur la conférence que vous organisiez en mai à l'époque, puisque c'est effectivement en mai que je vous ai contacté. Et je vous ai proposé de venir témoigner dans le cadre d'une autre conférence éventuellement sur un thème approximatif de celle de mai. Vous m'avez inspiré, on s'est rencontrés, voilà, j'ai lu votre livre, je trouvais vraiment touchant, très bien écrit. Hein, c'est pas le truc pathos, quoi. Vraiment c'est très très bien écrit, il y a une description clinique. Hein. Et on voit en même temps que vous êtes sensible, intelligente et généreuse. Et j'ai lu le livre d'une traite, alors Françoise. Moi aussi. Exprime-toi. Et je me suis reconnue aussi, j'ai reconnu toutes les étapes par lesquelles j'étais passée. Et j'ai vu beaucoup de similitudes avec mon expérience. Voilà, donc c'est un livre auquel on peut s'identifier en fait. Donc vous avez procédé par identification, vous êtes identifié aux femmes que vous avez vues à la télé. Et puis après finalement quand on lit votre livre on s'identifie aussi. Et ce que je veux dire c'est que c'est très important justement d'en parler. Hein, quand on en parle on brise le silence. Et effectivement là aujourd'hui on a dû prendre une salle beaucoup plus grande parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui voulaient venir. D'habitude on a une petite salle de 20 personnes, là c'est une salle 2 fois plus grande. Hein, donc c'est vraiment un sujet qui est très important, il faut briser le silence et il faut pouvoir aider les victimes à dire oui c'est bien ça et à mettre des mots sur les choses. Donc alors je vais reprendre par rapport aux questions. Hein. Merci d'abord d'être venue là aussi. Merci d'être là et d'être très courageuse d'avoir écrit ce livre et voilà d'être venue nous en parler. Donc je vais reprendre ma grille de questions. Alors, bon, vous êtes une femme qui a une brillante carrière, hein, vous n'êtes pas une pauvre petite chose fragile et sans défense, hein, puisque voilà, on s'imagine parfois que les victimes de pervers narcissiques ou de violences conjugales, c'est des cas sociaux, des femmes qui ne savent pas s'en sortir dans la vie, on a tendance à les mépriser et tout, alors que pas du tout, d'accord. La plupart du temps, ces hommes-là choisissent justement des femmes brillantes, parce que c'est pas marrant de détruire quelqu'un qui est déjà à terre, d'accord, donc ça les amuse, hein, c'est un plaisir sadique de choisir effectivement des femmes brillantes pour pouvoir les détruire ensuite. Hein. Donc, pour que ce soit bien clair, on est sur une problématique comme ça. Donc, vous-même, vous êtes une femme qui a une brillante carrière en entreprise auprès de grands dirigeants depuis des années. Et alors, moi, j'ai une question peut-être un peu provocante à vous poser. Hein, comment ça se fait que vous n'ayez pas détecté cet homme, le côté manipulateur, alors que vous êtes quand même en relation dans votre travail avec des top dirigeants qui ne sont pas forcément tous des enfants de cœur, c'est pas pour dénigrer votre employeur ou bon, mais les hommes c'est des hommes d'affaires, hein, donc c'est des hommes voilà qui ne sont pas des tendres, voilà, qui ne sont pas forcément des tendres. Comment vous expliquez que vous n'ayez pas détecté dès le début donc le côté toxique de cet homme-là? Alors je l'explique dans mon livre, évidemment, je n'étais pas entre guillemets dans mon état normal quand j'ai rencontré cet homme, j'étais affaiblie psychologiquement parce qu'il m'est arrivé une série de on ne peut pas parler de malheur, mais en tout cas de mésaventures ou de problèmes dans un temps relativement court,
qui sont à la fois la maladie, puisque je suis tombée malade, mais lorsque je l'ai rencontré, je ne savais pas ce que j'avais. Je sentais juste que j'étais malade et que j'avais quelque chose de grave. Donc j'étais affaiblie psychologiquement, et dans le même temps, c'est une période où j'avais divorcé. Ça faisait déjà quelques temps que je n'étais plus avec mon mari, mais j'étais un petit peu quand même dans le regret de cette relation. Mon fils avait quitté le domicile familial, et ma fille adolescente était tombée dans l'anorexie parce que certainement liée au divorce. Après avoir une période de TOC et de choses comme ça, de problèmes psychologiques, elle est tombée dans l'anorexie. Enfin, tout me tombait dessus, et jusqu'à ma maman qui nous apprend, ma sœur est dans la salle, qu'elle était atteinte d'une leucémie. Ça a fait beaucoup de choses en très peu de temps. L'élément principal, donc je pense que c'est l'état de faiblesse dans lequel j'étais. Maintenant, pourquoi je ne l'ai pas détecté, et je trouve que c'est important que je raconte ce que je vais dire, c'est que je pense que dès le début, j'ai quand même senti, j'ai eu une intuition, il y avait quelque chose qui me dérangeait chez lui, mais je ne savais pas dire quoi. Je ne savais pas mettre le mot, le nom sur ce qui me dérangeait chez lui, mais il y avait quelque chose qui clochait. Et je trouve important de le dire parce que je pense qu'il faut faire confiance à son intuition. Vous n'êtes pas suffisamment écouté vous-même, en fait. Je ne me suis pas écoutée ou j'ai pas voulu. J'ai pas voulu m'écouter. J'étais dans un tel état de faiblesse, j'avais besoin d'une épaule pour me reposer, je vivais seule. J'ai rencontré cet homme en 2016, j'étais divorcée depuis 2006. En 2013, pardon, j'étais divorcée depuis 2006, habituée à vivre seule, avec mes enfants plus ou moins. Mais j'avais eu quelques histoires, mais jamais quelqu'un qui vivait avec moi. Donc je crois que je me suis un petit peu jetée à corps perdu dans cette aventure en me disant, ça y est, je vais pouvoir me reposer sur quelqu'un dans la phase difficile que je m'apprête à traverser. D'accord, vous aviez quel âge quand vous l'avez rencontré? J'avais 52 ans. Donc vous étiez en crise, tous les 10 ans on fait sa crise, vous étiez en crise de la cinquantaine, de la décade, Oui. et effectivement dans les crises, les moments de fragilité, déjà quand vous aviez divorcé, donc c'était la crise de la quarantaine on peut dire, hein, après la crise de la cinquantaine, voilà, tous les 10 ans on fait sa crise, d'accord, ça c'est bon les théories de coaching. Moi je ne suis pas psychothérapeute, hein, je suis coach. Donc, et là effectivement en situation de fragilité, vous avez cherché quelqu'un qui allait vous soutenir en fait. C'est ça. Et bon, vous n'avez pas vu, mais c'est pas un reproche. Hein. Non, non, mais une analyse. Je suis là pour expliquer voilà. les choses, il n'y a pas de problème. Okay. Je pense très sincèrement, et je le dis d'ailleurs dans mon livre, que si je n'avais pas été dans cette situation-là, avec cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête, c'est le cas de le dire, puisqu'on m'apprenait au même moment que j'étais atteinte d'une tumeur cérébrale, je n'aurais même pas regardé cet homme-là, je ne pense pas. Oui, il vous a J'aurais promis senti qu'il les allait vous choses. soutenir dans cette épreuve de santé, Voilà. l'opération qui a eu lieu ensuite. Il vous a tout promis. Il m'a tout promis, Mais soutien, amour. Voilà. Mais vous avez appris que vous étiez malade après. J'ai appris que j'étais malade après, mais lorsque je l'ai connu, j'étais malade et je oui, sentais... tout à fait, affaibli. Voilà. Mais comment il a fait pour vous appâter, pour vous prendre au piège? Écoutez, alors c'est pareil, je pense que c'est caractéristique des pervers narcissiques. Il y avait une empathie très claire chez lui, c'est-à-dire que il m'est apparu comme charmant, généreux, s'intéressant à moi, s'intéressant à mes enfants, ayant les mêmes valeurs que moi, les valeurs familiales, des valeurs de travail, beaucoup de qualités, beaucoup d'empathie. Et il m'a appâté comme ça. Justement, je suis rentrée dans... Tout à fait, mais par la qualité que les pervers narcissiques n'ont pas, l'empathie, justement. Justement, mais c'est ça qui est incroyable. Le contraire, voilà, l'opposé, l'inverse total. C'était oui. parfaitement l'opposé de sa véritable personnalité. Même le fait de s'intéresser à mes enfants, on verra après que ça ne s'est pas bien passé du tout avec ma fille. Il y a eu plein de choses comme ça qui étaient complètement contradictoires. Il m'a coupé ensuite de ma famille, enfin tout ça, je pense qu'on y reviendra plus tard. Mais au premier abord, c'était un homme charmant, et en plus, ce qui m'a intriguée, c'est qu'il n'était pas au départ, avant vraiment qu'on sorte ensemble, c'est-à-dire quand on était dans la phase de se faire connaissance, il n'était pas tout le temps après moi, il ne m'envahissait pas de messages, il restait très respectueux, très courtois, un peu à distance. Et ça m'a interpellée, je me suis dit, tiens, c'est un homme bien. Il n'est pas comme tous les autres qui vont un petit peu vous harceler pour allez, j'ai très envie qu'on sorte ensemble, etc. Il n'était pas comme ça. Donc ça m'a Il respectait votre espace. Voilà, il respectait complètement mon espace, ce qui s'est avéré tout le contraire après.
puisque comme tous les pervers, après j'ai vécu l'enfer, envahi de messages, si je ne répondais pas dans les 2 secondes, je me faisais engueuler. Ils contrôlaient vos sorties, vos déplacements, où est-ce que vous étiez, vous envoyaient des SMS tout le temps, si vous ne répondiez pas tout de suite, donc c'était des crises, ils vous traitaient d'égoïste, enfin on a vraiment toutes les caractéristiques, et donc il s'est déclaré en fait comme ça. Il s'est déclaré comme ça après, voilà. Donc il y avait l'élément déclencheur. Bien sûr, s'il avait été comme ça dès le début, j'aurais certainement pas mis les pieds. L'élément déclencheur, ça a été quand vous avez décidé finalement d'aménager ensemble. Voilà, exactement. Il y a eu plusieurs étapes, et effectivement, je pense que ça fonctionne aussi comme ça. Il y avait plusieurs étapes. Il y a eu l'étape, effectivement, j'essaie de la pâter, et puis ça va crescendo en fait. Et une fois qu'on a décidé de vivre ensemble, mais parce qu'il m'a mis un peu au pied du mur, puisqu'il s'était installé chez moi, et que finalement chez moi c'était pas assez confortable parce que ses enfants venaient souvent, enfin je raconte tout ça également dans le livre, et étaient un petit peu envahissants, donc ça n'allait plus chez moi, il a fallu qu'on s'installe ensemble plus rapidement que prévu. J'étais pas très prête, tout à fait prête pour ça, mais dès l'instant où le compromis d'achat de la maison a été signé, il a encore plus franchi une étape supplémentaire. Tout à fait, donc vous avez vraiment eu tous les, comment dirais-je, toutes les étapes qu'on lit dans les bouquins. Entrez, bienvenue, on est en train d'enregistrer. Voilà, asseyez-vous. Donc, c'est-à-dire le côté prince charmant attentionné homme idéal au début, et puis après, finalement, tout pervers narcissique en fait se transforme un peu à peu en ce que j'appelle moi l'abominable Hulk, pour ceux qui connaissent les films, qui devient tout vert et tout affreux là. Donc en monstre sans cœur. Parce que quand vous étiez malade, il vous a même insulté d'utiliser votre maladie. Voilà, tu joues avec ta maladie, c'était quelque chose que j'entendais très souvent. Donc il était froid et il était même profiteur financièrement. Complètement. Donc, et ce qu'il n'avait pas montré non plus au début. Je n'ai pas du tout ressenti ça au début. Comment vous avez vu la problématique avec l'argent? Parce que c'est très important, on va en parler après. Maître Autrive, donc Maître Philippe Autrive, avocat au barreau de Paris, qui est avec nous là ce soir, donc va ensuite prendre la parole sur les enjeux financiers des relations avec ce genre d'hommes. Mais là maintenant on va parler des enjeux, disons, psychologiques et aussi sociologiques même, parce que malheureusement c'est une problématique qui est de plus en plus courante aujourd'hui, la manipulation affective. Donc c'était quoi sa problématique avec l'argent? Alors la problématique avec l'argent, donc je ne l'ai pas ressenti tout de suite. C'est un homme qui avait une très bonne situation professionnelle, parce qu'il était directeur comptable d'une très grosse boîte connue. Il gagnait bien sa vie et il touchait en plus des revenus des revenus locatifs. Il avait 2 appartements, puis diverses sources de revenus. Donc il gagnait très bien sa vie, et en tout cas beaucoup mieux que moi. En fait, ça s'est fait, c'est assez sournois. C'est-à-dire qu'il a commencé par s'installer chez moi, par commodité. J'ai bêtement cédé, je n'étais pas prête, mais j'ai cédé. Il avait des arguments pour me convaincre. Et puis... il s'est installé chez vous, il ne payait pas le loyer, il ne payait pas les courses. Voilà, il ne payait pas le loyer, il ne payait pas de courses, et puis il se targuait d'ailleurs de voir les factures de sa maison qu'il avait gardées en province réduites quasiment à 0, puisqu'évidemment il était tout le temps chez moi. Quand il me faisait des courses, parce qu'il arrivait qu'il fasse des courses, enfin qu'il faisait des courses pour nous la semaine, il me donnait la note à la fin de la semaine pour que je le rembourse. Il faut savoir aussi qu'il venait quand même régulièrement avec ses enfants, qui arrivaient systématiquement à 4, c'est-à-dire en couple. Ensuite, il y a eu un bébé, donc ça faisait des bouches à nourrir très régulièrement. C'était au moins une fois toutes les 3 semaines, un mois. Donc il a commencé à vous ruiner au quotidien. C'était compliqué, ça devenait très compliqué, mes factures s'envolaient et je n'osais pas lui réclamer quoi que ce soit parce que justement, là où je dis que c'est sournois, à côté de ça, il me faisait des cadeaux. Alors, avec le recul, je me dis qu'il se faisait plaisir dans ces cadeaux parce que c'était des cadeaux pour lui. C'était de la lingerie, il adorait que je porte de la lingerie. C'était des sorties au théâtre, il adorait le théâtre. Les voyages, moi je lui avais dit dès le début que je n'avais pas un budget pour me payer des voyages. Mes enfants étaient encore, enfin ma fille était encore étudiante, elle l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui. J'avais un loyer à payer, enfin un remboursement de crédit plus exactement. Je lui ai dit tout de suite, moi les voyages, je ne peux pas, ce ne sera pas possible. Et qu'à cela ne tienne, je te paierai ta part de voyage. Mais c'était simplement parce qu'il ne voulait pas partir tout seul, c'était aussi bête que ça. Et donc voilà, le rapport à l'argent était très compliqué et il s'est encore plus révélé quand on s'est séparés et qu'il a fallu effectivement partager un petit peu certaines choses qu'on avait payées en commun, où là il s'est avéré vraiment être particulièrement pingre et radin, quoi. On va en parler après de la séparation. Mais ce que vous expliquez dans votre livre, c'est qu'il est à la fois, comment dirais-je, radin et généreux en même temps.
C'est-à-dire que, par exemple, il vous paye le théâtre, il vous invite au théâtre ou au restaurant. Parce qu'il sait que moi, je ne vais pas pouvoir me le payer. Mais on y va en métro. Mais on y va en métro, voilà, exactement. Ah oui, ça c'est très important. Ça m'a frappé comme anecdote. On ne pouvait jamais prendre la voiture, jamais prendre un taxi. Et effectivement, il y avait des moments, c'était difficile, surtout le temps où j'étais malade, puisqu'il faut savoir que cette tumeur cérébrale me provoquait, et me provoque toujours d'ailleurs, des vertiges très invalidants. Et prendre le métro pour moi est très compliqué. Donc je lui disais, écoute, est-ce qu'on ne peut pas quand même prendre un taxi, au moins pour rentrer du théâtre, puisqu'il va être tard. Et non, il n'y avait jamais moyen de même dans le froid, moins 15 même degrés, dans le froid, voilà, on prend les transports en commun. Et même si largement les moyens. Voilà, même si je proposais de payer le taxi, en même temps, son orgueil en prenait un coup. Donc c'était non, 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 ne t'écoute pas trop, tu joues de ta maladie, sois un peu courageux. Donc en plus, il vous faisait la morale. Ah oui, il faisait la morale, oui. Oui. Alors, il y a une anecdote dans votre livre qui m'a beaucoup frappé, c'est quand donc monsieur le manipulateur fait semblant, donc il va changer. Oui. Hein, puisqu'on a vu dans le cycle tout à l'heure, hein, donc il y a un moment où effectivement il y a aussi les promesses, je vais changer, c'est quand il sent que vous commencez à lui échapper. Hein, donc il veut conserver son privilège, et donc il fait semblant de faire une thérapie. Tout à fait. Enfin, il vous dit qu'il fait une thérapie. Oui. Voilà. Et alors, là, l'anecdote qui m'a vraiment frappé, c'est quand effectivement, alors attendez que je raconte bien, donc il vous téléphone dans la journée en prétendant que en fait, donc vous étiez à la maison, il prétend qu'il a oublié son chéquier dans un tiroir et qu'il veut vérifier si le chéquier est bien dans le tiroir et qu'il ne l'a pas perdu, hein, c'est bien ça. Et alors donc il va vous demander de regarder dans le fameux tiroir. Voilà. Donc vous allez dans le tiroir et vous tombez sur quoi? Le carnet de monsieur avec toutes les bonnes résolutions, soi-disant de sa thérapie. Racontez-nous ça. Alors on va déjà le situer dans le temps. En fait, on avait eu une première rupture et on était donc en phase de... C'était avant mon opération. On avait rompu une première fois, enfin j'avais rompu, et il s'était réinstallé chez moi à ce moment-là pour me soutenir dans l'opération qui arrivait, hein, en me disant de toute façon tu ne peux pas rester toute seule à la maison, donc je vais passer ce temps-là avec toi, voilà, on essayait de reprendre quelque chose. Et un jour il m'appelle, je crois que je travaillais, et il me dit écoute, est-ce que ce soir tu peux regarder à la maison, je pense que j'ai oublié mon chéquier, voilà. Et je vais regarder, je le trouve immédiatement, mais sous le chéquier, je vois un cahier à spirale. Donc je vais vite lui répondre au téléphone, pas de souci, j'ai trouvé ton chéquier. Bon, il me dit, bon, ben, très bien, parfait, je suis rassurée. Et évidemment, moi, la curiosité, je remonte voir ce qu'il y avait dans ce fameux cahier à spirale. Oui, ça se comprend. Voilà, et il m'avait dit... pour ça. Voilà, il m'avait dit qu'effectivement, il avait entrepris une thérapie, parce que je lui demandais d'ailleurs de se faire, enfin, gentiment, je lui disais pas, faut te faire soigner, mais je lui faisais comprendre que peut-être qu'il avait un problème, et après avoir vraiment refusé d'y aller, il m'a d'ailleurs m'avoir dit à plusieurs reprises que c'était moi qui avais un problème, il avait fini par céder, soi-disant. Hein, je ne saurais jamais s'il y est vraiment allé. J'ajoute simplement qu'il y a des femmes dans votre cas, elles finissent par le croire et elles se faire soigner. Oui. Parce que l'emprise est tellement forte. Ah oui, ça, j'ai eu beaucoup de témoignages sur ça. Elles le croient finalement, que c'est elle qui aura un problème. Bien sûr, donc, mais ça c'est l'art des pervers narcissiques, voilà, de tout inverser. De tout inverser. Okay. Et donc dans ce cahier, effectivement, il y avait, je ne sais pas, au moins 5 pages, c'était un grand cahier de notes prises en disant je ne dois plus faire ci avec elle, alors mettez elle, c'était moi, hein, je ne dois plus me comporter comme ça, je ne dois plus, oui, parce que quand on se disputait, enfin quand il me disputait, parce que j'avais beaucoup de mal à en placer une, il parlait de moi à la troisième personne systématiquement. Il disait oui, elle ceci, elle cela, en faisant des grimaces, en se moquant de moi, en regardant ailleurs. Et donc je disais, mais regarde-moi quand tu me parles, en plus quand tu m'engueules, et au moins le courage de me regarder, de me dire tu me parles, tu te parles de moi, tu ne parles pas de moi à la troisième personne. Et dans ce cahier, il mettait je ne dois plus parler d'elle à la troisième personne. Enfin voilà, c'était toutes les bonnes résolutions qu'il avait prises, soi-disant, en rencontrant ce psychiatre, parce que c'était un psychiatre. Alors, est-ce que vous l'avez cru quand vous avez lu ça? Vous avez vraiment repris espoir? Je ne sais pas, parce que j'ai immédiatement appelé ma fille. Il faut savoir que j'ai une relation fusionnelle avec ma fille qui était déjà partie vivre à l'étranger. Et elle a suivi toutes ces étapes. Elle détestait Patrice, je l'explique dans mon livre. Pourquoi elle le détestait, pourquoi elle avait décelé tout de suite qui c'était en réalité. Et lorsque je l'ai appelée pour lui dire, mais tu sais, Raphaël, je suis tombée sur telle chose, et je lui explique, et je me souviendrai toujours qu'elle m'a dit, mais maman, quand est-ce que tu vas ouvrir les yeux? Quand est-ce que tu vas te réveiller? Voilà, donc j'ai raccroché.
un peu honteuse, un peu dubitative, Mais vous l'avez cru. mais je l'ai cru quand même. Je dis mais non, mais non. Vous l'avez cru lui, vous avez cru votre fille à cette époque-là? J'ai cru ma fille, mais j'ai essayé de me rassurer en me disant mais non, mais... Un petit peu quand même. Voilà, un petit peu quand même. D'accord. Alors il y a un autre passage qui m'a beaucoup marqué aussi dans votre livre, c'est quand donc monsieur, donc Patrice, est prêt à vous achever, alors que vous sortez de l'hôpital après donc, une opération d'une tumeur au cerveau extrêmement grave, hein, vous êtes resté 7 heures, donc je crois bien sur la table d'opération, c'est ça? 8 heures, je crois. 8 heures, hein, vous avez la tête bandée, enfin c'est quand même très très grave, et que donc j'ai vraiment ressenti la présence d'un monstre froid et calculateur, puisqu'il vous force à sortir dans le froid, il vous force à porter des lourdes charges, à vous occuper du bébé, donc, de sa fille, etc. Il vous fait dormir sur le canapé, alors qu'en fait, donc, vous avez un pansement qui fait que vous devez dormir. J'ai besoin d'un minimum de confort, voilà. Et effectivement... Et vous attrapez une bronchite, puisque donc, il veut absolument sortir, et encore une fois en transport en commun, pour aller, je sais plus... Au mois de février, voilà. pour la Saint-Valentin... il avait voilà, prévu une soirée sur une péniche parisienne et effectivement on a eu très très froid. Je me suis gelée ce soir-là, je lui ai vraiment prié d'y aller en taxi, il n'a pas voulu. Au retour, on est rentré très tard et dans le froid, et en plus entre l'arrivée chez moi et mon domicile, il y avait une demi-heure de marche, donc on a continué à marcher comme ça. Et en fait, ce qui m'inquiétait beaucoup, c'est que je reprenais mon travail après X mois d'arrêt. Je reprenais un mi-temps thérapeutique 15 jours après cette fameuse soirée. Et je me suis retrouvée complètement par terre, c'est-à-dire qu'au moment en phase de guérison, j'ai régressé à cause de cette grippe. Et le médecin d'ailleurs me l'a dit, il m'a dit quel dommage, vous alliez beaucoup mieux. Parce qu'il faut savoir aussi que ça m'a déclenché bien évidemment des quintes de toux quand on a la grippe, et avec le problème que j'ai eu dans la tête, les quintes de toux faisait tout bouger, enfin ça a été compliqué. C'est la Saint-Valentin qui vous achève. Voilà, ça m'a fait vraiment régresser dans la guérison. Bien sûr. Et comme je mettais un point d'honneur à reprendre quand même mon travail à la date que j'avais annoncée à mon patron, j'ai pas eu d'autre choix que de reprendre. Bien sûr. Alors comment vous avez ressenti ça sur le moment? Est-ce que vous avez dit qu'il le faisait exprès? Non, je me suis pas dit qu'il le faisait exprès, je me suis dit... Alors je me suis souvent dit, quand j'étais avec lui, et compte tenu de la maladie, qu'il était dans le déni. Ça aussi, je le dis dans le livre. Je me rassure en me disant qu'il est dans le déni, qu'après tout, il a peut-être peur aussi de ce que j'ai, qu'il m'aime réellement, et qu'il est tout simplement dans le déni. Mais le déni a duré, c'est-à-dire que même après l'opération, et en voyant dans quel état j'étais, il n'avait pas l'air de beaucoup s'apitoyer, effectivement. Alors, mais sur le moment, je ne sais pas si j'en étais vraiment consciente. Je lui en voulais, mais... Je me disais peut-être aussi qu'il faut que je me remue, peut-être qu'effectivement j'en fais pas assez. Alors le déni c'est inconscient, d'accord? Donc il n'est pas dans le déni, c'est ce que je dis à toutes les victimes. Hein, un homme comme ça il n'est pas dans le déni, il est de mauvaise foi et il veut vraiment vous faire souffrir. Quand je parle de Saint-Valentin fatal, ça paraît titre de film d'horreur, mais c'est vraiment ça. Enfin moi c'est ce que j'ai ressenti, il y a vraiment quelqu'un de froid, comme vous le racontez, vraiment calculateur qui a son projet, voilà. Et après, vous finissez en chaise roulante, quoi. Donc vous êtes complètement démoli, même physiquement. Parce que quand on dit, voilà, le pervers narcissique veut vous détruire, alors ça paraît être une vue de l'esprit. Mais là, on voit bien. Je veux dire, il vous pousse par, comment dirais-je, par manipulation, par chantage affectif, puis en faisant semblant d'être sympa avec vous, il vous invite au restaurant pour la Saint-Valentin, une péniche, on ne peut pas refuser. Oui, c'est romantique, voilà. On se dit, tiens, il va peut-être m'annoncer qu'il a changé, qu'il va se reprendre en main. En fait, on veut toujours y croire, je crois qu'on veut toujours y croire. Alors justement, c'est pour ça, quand vous me disiez le pseudonyme donc, que vous avez choisi, on peut en parler de ça, parce que je ne sais pas prévu dans les questions, mais ça me vient là maintenant. Oui. Bon, d'accord. Donc le pseudo que vous avez choisi, c'est Vivienne Legge, oui. Ça vient de là, en fait, l'actrice du film Autant n'emporte le vent. Voilà, Scarlett O'Hara, Autant n'emporte le vent. Est-ce que justement le fait d'être rentré finalement dans cette emprise, ça vient d'une vision romantique qu'on peut avoir de l'homme? Certainement. Red Butler, parce que c'est Autant n'emporte le vent, tout le monde l'a vu, j'imagine. Voilà, ok, oui. Donc voilà, c'est l'homme dur, mais le dur au cœur tendre. C'est ça. Oui, certainement. Et puis, je pense qu'effectivement, en plus dans mon premier mariage, c'est ce que j'ai, enfin mon premier mariage n'en est qu'un d'ailleurs, c'est ce que j'ai recherché. Mon mari était un homme charismatique, grand, un petit peu macho, pied noir, un petit peu macho, mais alors qu'il n'avait rien à voir avec Patrice. C'était voilà, c'est pas du tout négatif ce que je dis. Mais j'ai toujours recherché.
Enfin, oui, je suis d'une nature assez romantique, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, est-ce que toutes les femmes, c'est le cas, toutes les femmes? Oui. On est élevé aussi Oui. dans le mythe du prince charmant. Bien sûr. Hein, donc après, quand le prince charmant se transforme effectivement En crapaud. voilà, on en avait parlé quand on s'était vu la dernière Oui. fois. Hein. Voilà, parce qu'il faut connaître l'anecdote. Bon, j'en parle si c'est pas prévu, mais j'en parle maintenant. Alors, il faut savoir qu'en analyse transactionnelle, d'accord, quand donc on commence une histoire d'amour, on doit se demander si en fait c'est un prince ou un crapaud, parce que vous connaissez l'histoire de la belle princesse donc, qui marche le long du lac, et elle entend un crapaud qui lui dit « Ah, embrasse-moi et je deviendrai un beau prince ». Donc elle va l'embrasser et devient un beau prince. Ça, c'est dans la légende. Okay, parce que le crapaud, en fait, il restera en général crapaud. Okay, et le prince, donc on est prince, enfin, entre guillemets, d'accord, par nature. C'est pas la femme, l'amour qui va sauver quelqu'un. C'est reparti. C'est bon. Ok, donc c'est pas l'amour d'une femme. Il y a beaucoup de femmes qui se font avoir aussi, comme ça. Hein. Vous cherchez plutôt un protecteur, mais il y a beaucoup de femmes qui vont vouloir sauver par leur amour, d'accord, un homme, et elles vont tomber dans une relation effectivement de codépendance, hein, une relation toxique, tandis que vous cherchez quelqu'un pour vous appuyer, qui allait plutôt vous sauver. Oui, c'est ça. Et qui finalement vous a écrasé. Et donc là, c'est pas le crapaud qui se transforme en prince, le mythe, hein, mais c'est plutôt le prince qui se transforme en crapaud. C'est ça. Voilà, on avait beaucoup ri quand on s'était vu la première fois. Elle est sortie cette analyse-là, d'accord. Bon, alors, ensuite, bon, quoique le sujet n'est pas drôle, hein, mais un peu d'humour. Alors, ensuite, par rapport aux questions que j'avais prévues. Alors, on voit dans le livre que vous ne parvenez pas à lui dire non, vous acceptez, vous êtes gentil, vous faites plein d'efforts hein, pour lui plaire, parce qu'il a des exigences. Hein. Il a des exigences, il faut toujours être en robe, rituels, il ne faut jamais être en pantalon, enfin, il y a tout un genre de choses qu'il veut. Et donc, vous faites plein d'efforts pour lui plaire, mais ce n'est jamais assez. Alors, quelles étaient ces nombreuses exigences et comment il s'est pris pour vous faire céder à de multiples reprises? Alors, ces multiples exigences, déjà, il avait effectivement très rapidement installé des rituels auxquels je ne pouvais pas du tout déroger. Par exemple, il fallait toujours se lever le matin ensemble. Le lever du matin, c'était toujours ensemble. Le coucher du soir, c'était toujours ensemble. C'est-à-dire que si je voulais parler un peu avec ma fille du temps où elle était encore avec moi, c'était pas possible le soir. Je devais me consacrer qu'à lui. Quand il rentrait le soir, je devais lâcher tout ce que je faisais et quasiment lui courir dans les bras, lui sauter dans les bras, parce que si j'avais le malheur de, par exemple, je me souviens d'une scène où j'étais en train de cuisiner, je ne pouvais pas arrêter de tourner ce que j'étais en train de faire, et il est arrivé et il m'a fait une scène terrible parce que je n'ai pas arrêté pour lui sauter dans les bras. Alors qu'on s'était vu le matin, il était parti le matin. C'était assez grotesque. Il fallait... alors, ce sont des gens, je pense que tous les pervers sont comme ça, qui soufflent, et moi j'utilise beaucoup cette expression dans mon livre, qui soufflent le chaud et le froid en permanence. C'est-à-dire qu'un jour, il va vous dire, tiens, demain soir, si tu vas courir, puisque je fais de la course à pied, si tu vas courir demain soir, j'irai bien avec toi, donc tu m'attends. J'attends, il vient pas, puis quand il arrive, il me dit, oh, finalement, j'ai pas envie. Le lendemain soir, il me dit, bon, c'est pas grave, tu iras courir ce soir. Je l'attends pas, et puis comme par hasard, je reviens, il est là, et il fait la gueule, et il me fait une scène parce qu'il est venu pour courir avec moi. C'était constamment comme ça. Vous avez toujours tort, avec un pervers narcissique, vous Tout avez le temps. toujours tort. Vous faites A, vous avez tort, vous faites Voilà. B, vous avez tort. Oui. Ça, c'est une des constantes aussi hein, dans les critères. Donc c'était des rituels, et puis beaucoup de critiques. Enfin, au début, tout allait bien, et puis au bout de 3 à 6 mois, les réflexions commençaient à fuser. C'était... Par exemple, un bol que je mettais de travers, ou alors je me servais un verre d'eau avant lui, c'était un drame. Ah oui, vous traitez d'égoïste. Ah, il me traitait tout le temps Il d'égoïste. s'était installé chez vous, il payait rien, et c'était vous l'égoïste. Oui, je me souviens de scènes au petit déjeuner, c'est arrivé plusieurs fois, où je n'avais même pas le temps de finir d'installer le petit déjeuner, qu'il voyait un bol, oui, espèce d'égoïste, tu n'as pas mis mon bol, enfin c'était... Mais en fait... Vous étiez en train de mettre le deuxième bol, Oui, en fait. mais en fait, il cherchait tout le temps, en fait, à provoquer une dispute, tout le temps. C'était, voilà, la recherche de la dispute en permanence, donc ça fait qu'on devient complètement apeuré. On se replie sur soi, on rentre la tête dans les épaules. Le matin, je me levais en me disant bon, qu'est-ce qui va me tomber dessus aujourd'hui? Comment je dois me comporter? Qu'est-ce que je vais faire pour ne pas le mettre en colère? Et qu'est-ce que je ne vais pas faire pour le mettre en colère? Il ne faut pas que j'oublie de lui faire des SMS et de commencer par mon amour et de finir par je t'aime. Parce que si ce n'était pas comme ça, le SMS, c'était dramatique. Ah, carrément. C'était tout le temps comme ça. C'était toujours de le rassurer, une Voilà, réassurance narcissique, en fait. tout le temps le rassurer, oui. D'accord. Et vous dites dans le livre à plusieurs reprises qu'il vous a transformé en une autre personne. Oui, moi j'étais plus du tout moi. J'ai des amis dans la salle qui je suis sur souris en ce moment.
Je vous vois là derrière, parce qu'elles le savent bien, elles l'ont vécu. D'abord, je ne les voyais plus, je ne voyais plus mes amis. J'étais coupée du monde, je ne voyais plus ma famille, j'ai failli me fâcher avec mes parents. Alors ça, c'est l'isolement. C'est l'isolement. Il vous isolait, vous avez même dit que votre mère était jalouse. Voilà, que ma mère ne m'aimait pas et qu'elle était jalouse de moi. Et Dieu sait que j'ai des parents qui donneraient leur vie et leur chemise pour nous. Voilà, c'était... j'ai perdu un petit peu le fil, mais de ce qu'on disait, je sais plus. Cette exigence. Cette exigence, oui. Et les reproches, parce que vous n'étiez jamais assez bien. J'étais jamais assez bien, j'étais pas habillée comme il fallait. J'avais aussi l'obligation de porter des chaussures à talons, y compris après mon opération, ce qui était extrêmement compliqué pour moi. Et voilà, des choses comme ça, des exigences de enfantines, j'ai envie de dire, et très très égoïste, très égocentrique. C'était une personne très égocentrique, qui ne voulait en fait que se faire plaisir. Et je pense qu'il puisait, c'est ce que j'ai lu, parce qu'évidemment je me suis renseignée sur les pervers narcissiques, et je pense que vous ne me contredirez pas, Sophie, ce sont des gens qui puisent l'énergie de la personne, qui les vampirisent. Ah oui, ils vous pompent. Ils vous pompent votre énergie, ils vous réduisent complètement à néant. Ils se nourrissent en fait de votre énergie. C'est pour ça aussi qu'ils s'attaquent entre guillemets à des femmes plutôt, alors c'est pas du tout pour me lancer des fleurs, hein, mais plutôt équilibrées, voire brillantes, parce qu'ils ont besoin de ce reflet, ils récupèrent ce reflet, en fait, ils se voient, ils espèrent se retrouver en elles. Et ils prennent, ils absorbent leurs qualités, et on se retrouve pratiquement vidé de notre substantifique moelle, et on est complètement HS et incapable de réagir. Et en fait, quand je dis je deviens un autre moi, c'est-à-dire que je regarde la personne que je deviens, mais je n'ai pas de réaction, je n'arrive pas à réagir. Je vois simplement qu'effectivement je m'étiole, je suis plus moi, je suis plus habillée comme je veux, je peux plus aller voir mes parents, je ne vois plus mes amis. Quand je les vois, de toute façon, c'est forcément une scène. Quelquefois, ils cèdent pour qu'on rencontre mes amis, mais ça se passe mal. Il y a toujours une scène au moment de les rencontrer qui fait que la soirée se passe mal. Il me pourrit mes soirées avec mes amis. Si j'obtiens d'arriver à sortir une fois entre copines, puisque ça nous arrive de temps en temps, je suis tellement mal parce que mon téléphone sonne sans arrêt ou j'ai des SMS constamment, je finis par rentrer, par écourter la soirée et je rentre. Et voilà, ma vie était devenue comme ça. Oui, ça vous le racontez bien, oui. Il m'a éloigné aussi beaucoup de mes enfants, puisqu'il faut savoir que mon fils était parti déjà vivre à l'étranger, mais ma fille est allée le rejoindre pour finir ses études, parce qu'elle était exaspérée de cette relation. Je pense que si je ne l'avais pas rencontrée, elle ne serait pas partie, elle ne m'aurait pas quittée. Bon, aujourd'hui, on a retrouvé une relation équilibrée, mais il n'empêche qu'elle est partie et que le mal est fait. Alors justement, quel a été le déclic qui a fait que vous avez décidé de quitter cet homme finalement? Le déclic, c'est justement, alors déjà une montée quand même crescendo des scènes de violence qui commençaient à s'accompagner de scènes de violence physique. Des discussions avec sa propre fille qui m'avait dit un jour « Vivienne, va-t'en, il est malade » et maman l'a quitté parce qu'il la frappait. Oui, elle vous a révélé en fait que sa première femme avait été elle-même victime aussi. Tout à fait. Alors c'est peut-être pas du tout lui, la version qu'il me donnait, ça va de soi. Qu'est-ce qu'il disait? Que c'était elle qui était bipolaire, qui ne savait pas élever ses enfants, qui perdait très vite patience. Puis tout un tas de... Elle avait tous ses défauts. Elle avait tous les défauts. Voilà. Tous ses défauts à lui. Exactement. Voilà, faites attention, mesdames. Et puis, parallèlement, j'ai évidemment progressé dans la guérison après mon opération, donc je me sentais quand même de plus en plus forte. Et j'ai senti à un moment donné que la prochaine scène n'allait pas passer. Et il se trouve que ma fille était présente puisqu'elle est venue me rendre visite, elle venait régulièrement me rendre visite, mais quand elle me rendait visite, à chaque fois, il y avait une scène. Vous pouvez être certain qu'il trouvait un prétexte pour déclencher une scène, parce que ça ne lui plaisait pas que Raphaël soit là, d'autant que Raphaël avait bien décelé, et c'est une jeune fille, on voit dans son regard ce qui se passe, et je pense qu'il avait très vite vu qu'elle s'était rendue compte à qui elle avait affaire. Et donc, une fois où elle était venue me rendre visite, il a provoqué une scène, et je sentais vraiment qu'il voulait provoquer un truc. Et c'est parti d'un truc de rien. Je crois que c'était encore une histoire de petit déjeuner mal placé, je ne sais pas quoi. Et là, j'ai bondi parce que je me suis dit, ma fille me regardait sidérée, et là, je me suis dit, c'est terminé. Si je ne lui rentre pas dedans, si j'arrête pas ça tout de suite,
Raphaël va repartir et elle ne viendra plus me voir. Ce sera fini, elle ne reviendra plus. J'ai eu très très peur de perdre ma fille. Et là, j'ai explosé. J'ai pris ma fille par la main. J'ai regardé Patrice en face et je lui ai dit maintenant, c'est fini, terminé. Je m'en vais. Là, je quitte la maison. Je vais faire un tour avec ma fille. Tu remballes tes affaires. C'est terminé. Et je pense que là, curieusement, il a senti que j'étais déterminée. Parce que autant les fois précédentes, il essayait de me récupérer, autant là, il n'a absolument rien dit. Il a retrouvé la voix qu'il avait lorsque je l'ai connu, c'est-à-dire une voix très douce, très posée, très calme. Et il a commencé à ranger ses affaires, il a compris. Et ça s'est terminé comme ça. Et il n'est plus jamais revenu. Alors, on s'est recôtoyés, je le raconte dans le livre, parce qu'il a fallu évidemment le temps de vendre la maison qu'on avait en commun, etc. Mais ça s'est arrêté comme ça, l'histoire. Et financièrement, vous en êtes sorti? Oh, j'ai perdu des plumes, j'ai perdu beaucoup de plumes. Tant sur la vente de mon appartement, oui, puisqu'il m'a fait vendre très très rapidement mon appartement, trop rapidement, sans bien calculer l'estimation, etc., pour vite acheter un bien avec lui, que par de l'argent qu'il me devait, où on devait partager des frais qu'il n'a jamais partagés, voilà, des choses comme ça. Donc il n'a pas remboursé sa part, on peut dire. Non, pas du tout. Alors, on va conclure en fait avec la question que j'avais préparée, qui vous avait plu d'ailleurs quand je vous avais dit que j'avais préparé cette question. C'est qu'avez-vous le plus appris dans cette expérience et que vous voulez transmettre aux autres femmes? Excusez-moi, je prends mes petites notes parce que c'est un moment d'émotion, puisque c'est pour ça qu'on est là, donc je ne veux pas oublier de dire des choses. La première chose, c'est qu'il faut absolument se fier à sa première impression, à son intuition, face au personnage. Si quelque chose dérange et qu'on n'arrive pas à l'identifier, je pense que c'est vraiment important d'essayer au moins d'en avoir conscience et de se faire confiance. La seconde chose que je veux dire, c'est qu'on peut s'en sortir. Il est indispensable, à mon avis, de ne pas se couper du monde, de ne pas couper les relations avec sa famille, ses amis, même s'il fera tout pour y parvenir. C'est pour moi vraiment indispensable. Si on n'arrive pas à se faire aider de ses amis ou de sa famille, peut-être au moins aller consulter un professionnel, je ne sais pas, un psychiatre, un psychologue, une coach, mais en tout cas se faire aider. La troisième chose, et elle est aussi très importante parce que moi c'est quelque chose que j'ai énormément ressenti et que je ressens encore aujourd'hui, à mon avis ça ne me quittera jamais, c'est de faire abstraction du sentiment de honte. Il y a un sentiment de honte quand on vit une histoire comme ça. Ah d'accord. C'est-à-dire que on se dit, et je sais que certains de mes proches ont lu le livre et se posent encore la question, mais pourquoi elle n'est pas partie? Pourquoi elle en a redemandé pratiquement? Donc il y a une honte en plus à dire c'est un échec, finalement je le quitte. Parce qu'on a peur d'entendre, oui mais nous on l'avait vu, on t'avait prévenu. Voilà, c'est des choses comme ça. Il faut vraiment faire abstraction de ce sentiment de honte. Enfin, ce que je voulais dire, c'est vous n'êtes pas seul, vous êtes beaucoup plus forte que vous le pensez. Vous saurez aller puiser l'énergie nécessaire. Excusez-moi, parce que comme j'ai des lunettes de soleil, j'ai du mal à lire. Pour en sortir, vous saurez donc rechercher l'énergie nécessaire pour en sortir, soit toute seule, soit auprès de vos proches, soit en vous tournant vers la foi ou vers une activité, le sport, n'importe quoi. Je pense qu'il est important de trouver un dérivatif. Ça peut être même, je ne sais pas, une association culturelle, faire de la poterie, faire du yoga, enfin trouver quelque chose qui nous sorte un peu de ça, sachant que c'est difficile puisque le pervers vous enferme. C'est ce que je disais la dernière fois, il faut avoir quelque chose, qui vous donne l'énergie pour vous en sortir. Tout à fait, tout à fait. Et tout à l'heure vous disiez que vous ressentez une grande émotion de faire ce témoignage. Est-ce que vous pouvez nous partager cette émotion? Oui, alors écoutez, déjà je ne pensais pas du tout être là un jour, je ne pensais déjà pas écrire ce livre, je pensais déjà pour commencer, je ne pensais pas qu'il allait m'arriver tout ce qui m'est arrivé, je ne pensais pas rencontrer un problème de santé aussi grave qui a fait que je me suis laissée manipuler par cet homme, je ne pensais pas rencontrer cet homme, je ne pensais pas vivre ça, je ne pensais pas vivre l'éloignement de ma fille, enfin il y a eu beaucoup de choses autour de tout ça. Je ne pensais pas donc écrire un livre, je ne pensais pas qu'il serait publié, je ne pensais pas vous rencontrer Sophie. Et ça m'a donné, effectivement, je suis émue parce que j'ai maintenant vraiment l'envie et l'énergie d'aider les femmes qui sont dans cette situation. Je ne veux pas qu'il arrive aux autres femmes ce qui m'est arrivé, à d'autres femmes ce qui m'est arrivé. Oui.
Donc ce que vous ressentez, c'est l'envie de donner en fait. L'envie de donner, de partager, comment dire, de couper l'herbe sous le pied à ce qui pourrait arriver à ces femmes-là. Et de reparler de tout ça, qu'est-ce que vous ressentez? Voilà, c'est résumé comme ça. C'est un grand soulagement, c'est l'aboutissement de... Pour moi, voilà, je tourne la page finale en fait. Même si je vivrai toujours avec ça, et très très souvent, je dois vous le dire, hein, très souvent, au moins une fois par semaine, je me couche, je m'endors, enfin je ne m'endors pas d'ailleurs, je repense à tout ça. Et je me dis, mais il m'a fait ça, et comment j'ai pu supporter ça. Et c'est une nuit où je ne vais pas dormir. Et ça m'arrive encore, et je pense que j'en ai pour jusqu'à la fin de mes jours comme ça. Mais vous vous reprochez à vous-même? Je me le reproche à moi-même, oui, je pense. Je me dis comment j'ai pu rester comme ça. Ça, c'est l'étape d'après, d'accord. D'abord, il y a la honte, il y a la peur, et après, il y a la culpabilité, d'accord. Et l'étape ultime, en fait, c'est de se pardonner à soi-même. Oui. Hein, parce que déjà, c'était pas votre faute. Deuxièmement, vous étiez en état de fragilité. Troisièmement, vous n'étiez pas au courant de la problématique. Et puis, vous ne pensiez pas que quelqu'un d'aussi tordu pouvait exister, parce que vous n'étiez pas informé. Et c'est pour ça que je pense que votre livre, c'est très important, que le plus de femmes possible le lisent. Vous voyez. Et comme je disais au début, faites-le lire autour de vous, faites-le lire à vos filles adolescentes, ça peut arriver à tout le monde. Et après, l'étape ultime, c'est de vous pardonner à vous-même, parce que vous le valez bien. Voilà. Et je terminerai en remerciant, j'ai 3 amis qui sont dans la salle, qui ont traversé, enfin qui m'ont soutenu, qui savent ce que j'ai vécu et qui ont toujours été là, qui m'ont jamais jugé. Ça, c'est très très important. Et ma sœur qui est juste sur ma droite, à qui je me confiais beaucoup parce que je ne pouvais pas me confier tellement à mes parents, sinon je pense qu'ils auraient débarqué et je voulais leur épargner ça. Même s'ils sont intervenus à un moment, je le raconte dans mon livre. Je me suis beaucoup confiée à elle et sans son soutien, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal. Puisqu'on a ce sentiment de honte et on garde tout pour soi et on ne raconte pas tout. On peut raconter quelques petites choses, mais on ne raconte pas tout. Et je pense que ma sœur me l'a encore dit avant-hier, mais ton livre, en fait, je savais tout. Donc voilà. Mais quand on s'est rencontrés, donc quand on s'est rencontrés, je vous ai demandé comment vous en êtes sortis. Et vous m'aviez dit justement que c'était grâce à votre famille, à vos amis, mais aussi à votre travail. Au travail, évidemment, parce que j'y passe un temps fou. Et parce qu'en fait, au travail, je suis une autre personne. Je ne donne pas du tout l'image que je pouvais avoir à ce moment-là d'une femme faible, etc. Et effectivement, je travaille avec des gens brillants. Je suis un petit peu, je le dis aussi dans le livre, un peu respectée quand même dans mon travail, voire même un petit peu crainte. Et donc, je me ressourçais comme ça, en me disant, de toute façon, je suis quelqu'un de bien, je travaille bien, je fais mon travail, j'existe, j'accomplis toutes mes tâches, je suis une très bonne professionnelle. Donc, j'y trouvais effectivement beaucoup de ressources. Je pense même que je me ressourçais comme ça la journée, et le soir, j'étais complètement une autre personne. Ah oui, c'est ça, donc vous étiez complètement dissocié, en fait. Exactement. Comme une dichotomie. Complètement, c'est exactement ça. 2 personnes différentes, le jour et le soir, la nuit, et le week-end, c'était une autre personne. Heureusement que vous n'êtes pas resté plus longtemps, il aurait pu vous faire perdre le travail aussi. Je pense, parce que quand j'ai repensé à l'épisode de cette soirée de Saint-Valentin, 15 jours avant que je reprenne mon travail, je me suis dit, quand j'ai écrit le livre, finalement, est-ce qu'il n'a pas fait ça pour que je ne puisse pas reprendre mon travail? Je me suis posé la question. Bien sûr. Pour que je ne sois pas en état. Bon, je vous remercie, merci, Julienne. Merci de votre générosité en ayant écrit ce livre et en venant nous en parler. Parce que c'est filmé, donc ça va dépasser les frontières. Ah là là, voilà. Je vais être célèbre alors. Et on va maintenant donner la parole donc, à maître Philippe Autrive sur les aspects financiers de la rupture avec un manipulateur. Donc je vous invite à garder vos questions pour après. Philippe, donc c'est à vous. Il faut venir ici, c'est ici qu'on filme. On vous laisse la place.